Ce qui fait le buzz dans les médias et sur Internet. On en parle tout de suite avec vous, Karim Yayaoui. Bonsoir, Karim. Bonsoir Marion. On commence avec du football. Alors une fois n'est pas coutume, on va parler un petit peu de football. C'est vrai que tout le monde ne parle que de ça. Libération titre même PSG, l'autre printemps arabe. Alors c'est vrai que c'était un bouleversement sans précédent dans le championnat de Ligue 1, l'arrivée du Qatar au PSG qui change tout, mais l'histoire dépasse largement le cadre du football. Libération évoque ainsi les liens étroits entre le président de la République et le prince héritier du Qatar, Tamim bin Hamid El Thani, et l'entrée du Qatar dans le club de la capitale a été grandement facilitée par un des premiers supporters du PSG, qui n'était autre que Nicolas Sarkozy. Déjà, lorsqu'il était maire de Neuilly, eh bien, on avait souvent l'habitude de l'apercevoir dans les travées de la tribune du Parc des Princes. Paris et le club de mon cœur, glissait-il en 2007 devant les caméras de Canal+. Alors en 2010, le prince du Qatar reçoit des mains de Nicolas Sarkozy la Légion d'honneur. Les deux hommes évoquent déjà le PSG, un PSG qui a réalisé un mercato tonitruant dont il ne pouvait pas rêver encore il y a quelques mois. Il vient de débourser, ou il va débourser à peu près 43 millions pour s'adjoindre les services d'un jeune joueur argentin, et ce n'est pas fini apparemment. Donc véritablement, ça change la donne pour ce qui est du football français. Et cette arrivée en force des Qataris a bien failli coûter sa place à la ministre des Sports. Alors c'est ce que raconte entre autres le site Chronofoot avec les liens de Nicolas Sarkozy avec le groupe qatari, sa volonté de faire de la capitale une machine à gagner. On comprend dès lors pourquoi les propos de Chantal Joanneau, c'était sur l'antenne de RMC, eh bien elles ont pu un petit peu énerver le chef de l'État. Elle avait dit tout simplement qu'elle aurait préféré que ce soit des investisseurs français qui reprennent le Paris Saint-Germain. Eh bien apparemment le président n'a tellement pas apprécié qu'il a réfléchi pendant quelques instants à l'idée de destituer Chantal Joanneau. Il voulait, à la faveur du remaniement du 29 juin dernier, la faire remplacer par David Douillet, qui finalement a atterri au secrétariat des Français de l'étranger. En fait, apparemment, la jeune femme ne doit d'avoir été sauvée qu'à l'intervention de François Fillon, qui a expliqué au président qu'on ne pouvait pas ainsi destituer cette femme qu'on a déjà choisie pour conduire la liste UMP pour les sénatoriales. C'est en septembre prochain. Ça aurait fait ça aurait pas fait très clair du point de vue de la stratégie du président de la République en tout cas. On va revenir maintenant, Karim, sur cette primaire socialiste. Elle pourrait bien être télévisée. Alors, on en a pas mal parlé ces derniers temps. Est-ce qu'il y aura des débats entre les candidats à la primaire socialiste? D'après Emmanuel Schwarzenberg du Figaro, eh bien, il devrait y avoir au moins un débat. Alors, il y a peut-être un élément qui explique cela, c'est qu'il y a un sondage très récent qui place François Hollande plutôt en tête. Il aurait passé Martine Aubry dans les intentions de vote du côté des sympathisants socialistes. Et à partir de là, Martine Aubry, qui n'était pas très chaude pour un débat, se dit que peut-être ça serait pas mal d'aller défendre sa position. On sait que Ségolène Royal adore ce genre d'exercice et les autres, comme Manuel Valls, ont tout à gagner lors d'un débat télévisé. Apparemment, le premier secrétaire du Parti socialiste, Harlem Désir, est déjà en contact avec les chaînes de télé pour mettre au point ce débat. Alors, les candidats auraient le même temps d'antenne pour exposer leur projet. Second temps, ils débattraient devant des journalistes qui seraient un petit peu là pour arbitrer tout ça. Si d'ici là, François Hollande reste en tête des sondages, ça serait peut-être lui le grand perdant s'il y avait des débats. On va continuer à parler du Parti socialiste et de ces rumeurs qui irritent très fortement Martine Aubry. Alors cette affaire des rumeurs qui rebondit d'une certaine façon, Martine Aubry et Jean-Louis Brochant, son mari, qui était aussi lui la cible de rumeurs, assignent un blogueur pour diffamation. Alors il reproche à ce blogueur qui a publié un texte le 11 juillet dernier, un texte qui s'appelait Martine de Lille, eh bien d'avoir colporté des rumeurs sur la vie privée et la santé de la candidate, et également de présenter son mari, ancien avocat, comme un défenseur des provocateurs salafistes et communautaristes. Alors je vais vous montrer, si c'est possible, le blog de cet homme qui a reçu une assignation. Ce blog s'appelle Le Systémicien et ce blogueur s'appelle Francis Néry. Il a 71 ans et il explique qu'il est très étonné d'avoir autant de publicité autour de son texte. Lui qui pensait n'être qu'un petit blogueur. Il s'est exprimé d'ailleurs aujourd'hui sur l'antenne de France Info. C'était en fin d'après-midi. Et il explique que tout ça, c'est pas terrible pour lui parce qu'il a 71 ans, il a une petite retraite et il doit payer 1500 euros à chacun des deux plaignants et 1500 euros par jour d'assignation. Il y a pas mal de blogueurs qui réagissent aussi en expliquant mais pourquoi s'en prendre à cet homme qui n'a pas forcément un blog d'un grand retentissement intellectuel que
pas beaucoup de gens forcément vont aller lire, et pourquoi ne pas s'en prendre aux puissants, entre guillemets, qui ont aussi participé à répandre les rumeurs. L'affaire DSK à présent, on y revient, pas un jour sans une petite révélation. Alors, c'est l'Express aujourd'hui qui s'y colle. L'Express qui est assez en pointe d'ailleurs sur le dossier DSK. Il révèle avoir retrouvé l'appartement où Tristan Banon aurait été agressé en 2003. Cet appartement se trouverait 13 rue Maillet, dans une rue calme du 6e arrondissement, deuxième étage, porte de droite pour être précis. L'Express dit même avoir identifié le locataire de l'époque. Il s'appelle Alex Serge Vieux, dont on va peut-être découvrir la photo. Et Dominique Strauss-Kahn le connaît bien, le connaît très bien. C'est un de ses anciens conseillers au ministère de l'économie. Aujourd'hui, il vit en Californie. Alors, il louait à l'époque cet appartement pour 2000 euros. Et c'est Dominique Strauss-Kahn lui-même qui avait servi de caution à son ami. Alors aujourd'hui, les enquêteurs cherchent à établir dans quelles conditions Alex Serge Vieux a loué cet appartement et pourquoi DSK finalement y aurait fixé des rendez-vous. Alors, il a été sollicité, cet homme, par l'Express, et pour l'instant, il préfère garder ses distances et ne pas rentrer dans ce débat. Mais ça sera difficile de garder ses distances si l'enquête avance et si on s'intéresse d'un peu plus près à cet appartement. On termine, Karim, avec cette prison italienne qui veut changer les habitudes de ses occupants. Alors, c'est à lire sur le site slate.fr. C'est la prison d'Ucciardone à Palerme. Elle est surnommée par ses occupants le Grand Hôtel, un endroit où les mafieux qui ont des relations pouvaient s'adonner au plaisir de la vie, de la bonne bouffe italienne, aux costumes sur mesure. On raconte par exemple qu'un mafieux qui s'appelle Michele Catalano s'est offert un banquet d'anniversaire dans la salle de gym de la prison avec homard et champagne. Un autre, Massimo Buscetta, a organisé un mariage somptueux pour sa fille dans la chapelle de la prison. Mais désormais, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. La nouvelle directrice de la prison veut que ça change. Elle a décidé de réfréner les ardeurs luxueuses des prisonniers. Alors, toutes les marques, c'est inscrit sur le règlement, toutes les marques sont interdites. Les marques de luxe comme Vuitton, j'en citerai pas d'autres. Et évidemment, les femmes de prisonniers se plaignent déjà. Pourquoi nous forcer à acheter des vêtements au marché? Merci beaucoup, Karim Yayaoui. Restez avec nous sur France 24 dans un instant. C'est l'actualité sur le net, suivi d'un nouveau journal.